à ce panel dédié à la relation entreprise-syndicat, à propos de laquelle la CGM tente de poser une question de convergence. L'entreprise et les syndicats rament-ils dans le même sens? Il est vrai que chacun a sa vocation. Le soubassement même de l'existence de l'entreprise est la réalisation d'un profit. Le chef d'entreprise cherche toujours à optimiser ses ressources et à contenir l'évolution de sa masse salariale. L'emploi, il faut le dire pour le chef d'entreprise, n'est pas une fin en soi. L'emploi est le corollaire d'une activité. De l'autre côté, les syndicats tirent leur raison d'être de la défense des intérêts de ses salariés. Ils veulent, et c'est légitime, que ces salariés soient augmentés, qu'ils bénéficient de meilleures conditions sociales et d'un environnement du travail adéquat. Nous avons donc là les objectifs a priori antagonistes qui pourraient être des facteurs de friction. Pour donner un peu de liant à cette relation, il y a les lois, les règlements, les conventions et le dialogue social. Ce sont des garde-fous utiles, nécessaires, mais pas nécessairement suffisants. Le point commun entre ces deux postures, celle de l'entreprise, celle des syndicats, a priori contradictoires, est justement le salarié. Il est le capital humain de l'entreprise, il est le fonds de commerce du syndicat. Mais que serait le salarié sans l'entreprise et que serait l'entreprise sans ses salariés? C'est sans doute en partant de cette question que l'on peut dessiner les contours de la relation entreprise-syndicat. Il serait faux de prétendre que tous les patrons ne veulent pas le bien-être de leurs salariés. Dans la plupart des entreprises, le facteur humain, les salaires, sont la première préoccupation des patrons. Il serait tout aussi faux de prétendre que les syndicats ne veulent pas le bien de l'entreprise. On a vu des syndicats défendre des entreprises et ramener à la raison des salariés en défaut ou jouer un rôle de médiation et de représentation utile. Tout ne serait donc qu'une question de dosage de part et d'autre. Quel rôle pour chacun et quel mécanisme pour une relation apaisée et un dialogue serein? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Honneur aux femmes et je vais leur demander de me rejoindre sur la scène. Madame Myriam Khoumri, conseillère auprès de la ville de Paris, ancienne ministre française du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Madame Khoumri. Madame Virginie Morlet, consultante en affaires publiques chez Danish Industry, le patronat danois. C'est Mohamed Alaoui, membre du comité exécutif de l'UMT. C'est Khalid Alami Houir, membre du comité exécutif de la CDT. C'est Mustafa Mkroum, membre du bureau exécutif de l'UGTM. Et enfin, pour challenger ce beau monde, c'est Hichem Zouanet, président de la commission relations avec les partenaires sociaux de la CGM et aussi directeur de corporate affaires de NABC. Je vous remercie, messieurs, dames, de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Et je ramasse ma fiche. Alors, je vous propose d'abord de parler du syndicalisme. On évoque le syndicalisme. Mondialement, l'adhésion aux syndicats est en baisse. C'est un facteur qui n'est pas inhérent au Maroc. C'est une tendance mondiale. Il faudrait que l'on explique pourquoi. Et une première question. Les syndicats restent un interlocuteur nécessaire pour canaliser les revendications salariales. Alors, pourquoi cette baisse de l'adhésion aux syndicats? Alors, on a vu cet exemple en France aussi. Je ne sais pas ce qu'il en est au Danemark. Madame Khoumri, une première réaction? Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à la CGM, toute son organisation, au président Mézoir et à l'ISCAE qui nous accueille. Je suis ravie pour ma part d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors, la question est en effet importante. Je vais parler pour la France. On a une contradiction. À la fois, on a un taux de syndicalisation qui est extrêmement faible, en effet. Ça vacille entre 8 à 10%, ce qui est faible. Et en même temps,
on a 95% de nos salariés qui sont couverts par une convention collective, puisque l'administration étend, lorsqu'il y a une négociation dans une branche professionnelle, l'administration a le pouvoir d'étendre cet accord à tous les salariés des branches. Donc, je pense que l'intérêt, puisque nous ne sommes pas dans un système de syndicalisme de service, contrairement à la Norvège, l'intérêt pour les salariés de se syndiquer est amoindri à partir du moment où ils sont couverts par une convention collective. Alors que dans un syndicalisme dit de service, on n'a les fruits des accords négociés que si nous sommes adhérents au syndicat. Donc, de ce point de vue-là, ça peut faire une différence. Expliquez-nous pour l'assistance. Dans une entreprise, ceux qui ne sont pas salariés, ceux qui ne sont pas syndiqués ne sont pas couverts par l'accord de branche. Ceux qui sont syndiqués ne sont pas couverts par la négociation des... En effet. Dans un syndicalisme, je laisserai notre collègue norvégienne expliquer ce qu'est... danoise, pardon, expliquer ce qu'est le syndicalisme de service. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en France, il y a un taux de syndicalisation qui est en effet faible, mais avant cela, il y a un manque de confiance dans le personnel politique, 11% de confiance, dans les médias, entre 15 et 16%, dans les organisations syndicales, entre 22 et 24%. Et moi, l'inquiétude, c'est cette inquiétude démocratique-là que je regarde. Et pour moi, je souhaite qu'il y ait des syndicats forts, courageux, responsables, mais on a besoin d'organisations syndicales parce que ça permet des mesures équilibrées et ça permet de concilier la performance sociale et la performance économique. C'est Zouanet. Je me tourne vers vous. Quelques chiffres sur le syndicalisme au Maroc, et après je prendrai la parole de nos amis syndicalistes. Et comment expliquer cette défiance des salariés vis-à-vis du syndicalisme? Pour le contexte Maroc, les taux de représentativité syndicale ou bien d'adhésion des syndicats au Maroc ne dépassent pas les 16% à l'échelle nationale. Et puis, vous avez ce que institutionnalise le Code du travail comme pourcentage minimum pour avoir la capacité de négocier. C'est 35% au niveau de l'entreprise et 6% à l'échelle nationale pour être syndicat représentatif et siéger à la table de négociation. Pour moi, valeur d'aujourd'hui, nous avons hérité d'un modèle français dans lequel un fort ancrage à la contestation plutôt qu'au partenariat. Je ne jette l'anathème sur personne, ni le syndicat ni l'entreprise. On va voir que l'un et l'autre, on est responsable. Et les premiers qui peuvent souffrir de ce manque de représentativité, c'est l'entreprise. Parce que rien ne peut faire au niveau de l'entreprise si le taux de syndicalisation est faible, si la force de représentativité est faible, et du coup, ça déteint sur la force des accords que peut signer une entreprise. Oui, alors je récapitule juste pour l'assistance. Donc, pour qu'un syndicat soit représentatif dans une entreprise, il faut qu'il ait au moins 35% des voix des délégués. D'accord. Et au niveau national, pour qu'ils soient considérés comme représentatifs, c'est 6% des voix. C'est un seuil assez bas, je ne sais pas ce qu'il en est à l'étranger, mais c'est un seuil qu'on peut considérer bas. C'est Adaoui. C'est bon? C'est le taux d'adhésion au syndicat au Maroc qui est bas, qui est autour de 16%. 16%. Je voudrais d'abord, au nom de l'Union marocaine du travail, remercier la CGM de nous avoir associés à participer à cette magnifique première université de la CGM. Et je pense que le déroulement de ce matin prouve que c'est un succès pour cette première manifestation. Moi, je pense, j'ai deux petites remarques préliminaires. La première, le Maroc aspire à être un pays démocratique qui s'inscrit dans la modernité et que cette démocratie, cette modernité ne peut pas se faire sans les corps intermédiaires et la société civile. Et je pense qu'il faut que dans ce pays, il faut que les discours négativistes soient un peu contrés pour montrer la nécessité pour que la participation et l'implication, que ce soit en termes du salarié ou du citoyen, soit une réalité de la démocratie de notre pays. Moi, je pense que c'est très important parce que ce qui est écrit souvent, c'est le négatif. Mais on ne voit pas les aspects positifs. Maintenant, au niveau du taux de syndicalisation, moi, je pense qu'il ne faut pas comparer le contexte marocain et l'environnement économique marocain et industriel et le niveau de développement de notre pays par rapport aux pays nordiques ou aux pays ou à la France.
qui est un pays développé avec une industrie, un ensemble de secteurs très forts. Nous, lorsqu'on fait le calcul du taux de syndicalisation, on intègre le secteur informel. L'informel est extrêmement difficile à syndiquer. Donc déjà, lorsqu'on donne un taux, c'est un taux qui n'est pas significatif pour nous, syndicalistes. Deuxième élément, si vous enlevez l'agriculture, parce que l'agriculture, vous savez, est extrêmement difficile de syndiquer au niveau de l'agriculture. Et le syndicalisme, le taux de syndicalisme, c'est sa capacité de mobiliser. Et je pense que tous les secteurs stratégiques sont syndiqués. Et à travers ces secteurs stratégiques, il y a une grande influence du syndicalisme marocain sur les politiques publiques, mais aussi au niveau des entreprises. Il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie du dialogue social et de la promotion de la culture du dialogue. Il nous semble qu'il est déterminant. Nous avons un grand déficit au niveau des conventions collectives. La loi ne peut pas tout régler. Et je crois que l'avenir, c'est vraiment des partenaires sociaux et employeurs forts, indépendants, qui peuvent faire progresser ce pays pour faire réussir l'entreprise et le Maroc. Merci, merci Sealami. Je vous donne le micro, et je vais rebondir avec une autre question. Est-ce que le syndicalisme au Maroc n'a pas conscience ou n'est pas... Disons que, est-ce que vous ne pensez pas que le syndicalisme doit se renouveler? C'est un produit qu'il offre à un client. Donc, جديد العقد ما بين النقابات والأجراء. C'est sûr qu'il faut repenser le syndicalisme, il faut une refonte du syndicalisme. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres acteurs principaux dans la question, notamment l'État. C'est un acteur principal, il ne faut pas l'oublier. L'entreprise, sûrement. Les mouvements sociaux. Il y a d'autres acteurs qui ont de l'influence sur le syndicalisme. Le syndicalisme marocain est né dans l'affrontement, dans la contestation. Il avait 2 missions et jusqu'à présent, il continue dans ces 2 missions, malheureusement. La première, bien sûr, c'est défendre l'intérêt, promouvoir la situation matérielle et financière des salariés, mais aussi la démocratisation de l'État. Parce que malheureusement, on oublie qu'il y a l'ingérence et l'affaiblissement de par l'État, de par certains acteurs économiques vis-à-vis du syndicalisme. J'ai bien le contexte actuel. On ne peut pas l'ignorer. Moi, j'ai écouté ce matin, que ce soit M. Mzouar ou M. de Villepin, le mot ce qui m'a marqué. Le premier, il parle de M. Mzouar. Le citoyen ne doit pas attendre 5 ans pour avoir des réponses. Et M. de Villepin, il a parlé d'une entreprise éthique et un Maroc d'éthique. Donc arrêtons de faire rêver les Marocains par des messages. Donc tout cela crée un état de manque de confiance, manque de crédibilité vis-à-vis de tous les acteurs politiques, économiques. Parlons maintenant à la CGM aussi. Qu'est-ce qu'il représente la CGM par rapport au tissu économique marocain? Parlons du gouvernement marocain. Combien de Marocains ont participé aux dernières élections? Moins de 15%. Donc si on parle de cette analyse, on ne va pas vraiment se focaliser sur la vérité marocaine. Donc moi je pense que le syndicalisme, d'ailleurs, si on fait une somme mécanique, bien sûr le taux de syndicalisation est très faible, mais si on voit de façon macro, le secteur public marocain est syndiqué. L'enseignement, la santé, etc., c'est des milliers d'employeurs. Le privé, les grandes structures, les grandes entreprises publiques marocaines qui emploient des milliers de salariés,
l'OCP, l'ONE et d'autres. Le syndicalisme est présent. Mais si on part dans des petites structures de 15, 20, 100 salariés, pourquoi on a le droit de se poser la question. Certains, moi je ne généralise pas, mais certains patrons, malheureusement, soit ils veulent plus de syndicalisme, plus de syndicats dans la boîte, soit ils veulent un syndicat très faible, soit c'est lui qui doit produire son syndicat à sa guise. Donc c'est une problématique. Par le dialogue, bien sûr, on peut converger. On est conscient que cette situation sociale, politique, économique au Maroc doit être revue pour donner de l'espoir. D'accord, mais je veux juste... Vous avez commencé par dire, oui, le syndicalisme doit se renouveler. Peut-on avoir 2 ou 3 pistes en ce sens? Peut-on avoir 2 ou 3 pistes? Vous avez commencé par dire, oui, le syndicalisme doit se renouveler. Oui. Dans quel sens? Quelles seraient les 2 ou 3 pistes possibles de renouvellement ou de réattractivité d'un syndicat? La première piste, je pense, c'est être impliqué. On peut écouter d'autres expériences. Moi, il y a une année, j'ai été présent dans une conférence sur l'industrie 4.0, tout ce qui est révolution industrielle, et j'ai été étonné de voir, d'écouter des syndicats qui nous ont expliqué qu'au niveau de leur multinationale, au niveau de leur entreprise, ils faisaient partie d'une commission de suivi de tout ce qui est évolution technologique. Ils faisaient partie de la décision. Malheureusement, les syndicats, ils ne font pas partie du cercle de décision au Maroc. La CGM, elle est présente. Elle est présente au Parlement, elle est présente au gouvernement, elle est présente partout. Donc, elle est consultée, elle est écoutée par les syndicats. Donc, la première des choses, écoutons les syndicats, les faire participer à la décision de la chose publique. Je pense par là, il y aura des convergences. D'accord. Merci, c'est un ami. C'est Karoum. Tfadal. C'est bien. Merci. Permettez-moi tout d'abord de féliciter la CGM pour la préparation de cet événement ici fort qui va donner naissance à une capacité de développement aux entreprises. Moi, je commence par ce qui a été dit par notre collègue Hichem, ou notre ami Hichem, concernant que les entreprises en développement ne peuvent être développées que s'il y a les 3 partenaires sociaux forts à l'intérieur de cette entreprise. Parlons sur le négatif, quand vous parlez de que les syndicats, 8% ou 7%. La première question qu'on doit poser, quelle est la cause? Donc la cause, vous le savez tous, et on est transparent. Comme ça a été dit par M. Laïlaoui et notre ami, concernant les établissements, l'enseignement, l'OCP, l'ONE, ils sont syndiqués. Pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité. Mais par contre, dans le secteur privé, il y a ce qu'on appelle la peur. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la peur? Et on a des expériences que la naissance d'un syndicat, d'un bureau syndical à l'intérieur d'une entreprise, il sera rejeté dès le matin. Et nous avons des exemples, on peut les citer. Il y a pas mal de gens qui ont créé un syndicat, que ce soit n'importe quel syndicat, soit l'UMT, soit la CDT, soit l'UGTM, soit autre, mais il est expulsé le matin. Alors, quand il est expulsé le matin, on suit la procédure, c'est d'aller voir l'inspecteur du travail. Et on fait ce qu'on appelle une lettre, une convocation au patron de la société pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi ce syndiqué est expulsé. On ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce que l'inspecteur n'a pas, il est là pour faire la médiation. Il est médiateur. On parle bien de l'inspecteur du travail qui n'a pas de pouvoir décisionnel ni de forcer la décision. Donc, il envoie le dossier à l'Ijna al-Iqlimiyya.
اللجنة الإقليمية كذلك tout un baratin. Il n'y a pas de présence. La constitution ديال هذه اللجنة فيها واحد العدد ديال الناس. Mais toujours négatif. كنمشيو للجنة الوطنية. تبع معايا مزيان باش تفهم لو نيجاتيف علاش النقابة ضعفت. ملي كنمشيو للجنة الوطنية la même chose. On est là, que ce soit la direction de travail ou bien n'importe quoi. دائما on cherche le consensus. Mais on n'a pas une réglementation forte pour qu'on puisse régler le problème. On envoie ça à la justice. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand on envoie la chose à la justice, l'élément qui travaille, qui a besoin d'argent, il le laisse aller pendant une année. Donc il est perturbé. Les autres qui sont à côté, la peur كتدخلهم وتيقول لك والنقابة ما درت لنا والو. C'est ça le problème. Mais normalement, pour qu'on puisse être fort, les partenaires sociaux, l'ensemble des partenaires sociaux, c'est une exigence pour notre pays, le Maroc. C'est une exigence pour que la CGM soit forte, les syndicats soient forts et l'État doit faire son travail. Monsieur Alaoui, il s'exprimait comme quoi l'État doit faire un pas en avant pour, premièrement, parler sur l'informel. Il y a 70% des entreprises qui ne reconnaissent ni la loi, ni les conventions collectives, ni le code du travail, ni rien. Ils sont les patrons et tout. هنا كنحدوا تنقولوا بأن الموقف ديال النقابات نطالب وحنا مستعدين النقابات كلها اللي عندها تمثيليه مستعده للحوار. وانتم كتشوفوا الحوار ملي كيولي الحوار لو ديالوغ سوسيال كون لو ديالوغ سوسيال au niveau national depuis 5 ans qu'on attend un petit résultat de rien du tout. Que vont dire les entreprises? حتى الدولة ما داتها فيهم ما خصنا احنا نديوها فيهم. دونك هنا كاينه الانحطاط الكلي ديال العمل النقابي وحنا كنعرفوا مسبقا بان لي ماروكان الدوله ككل منخرطه مع لوتي l'Organisation internationale du travail. Les 3 partenaires sociaux كيقولوا لنا on a ratifié pas mal de conventions collectives, donc on doit les suivre, et on doit appliquer le code du travail et vous allez voir que le syndicat va être très fort et on va voir plus que 40%. J'ai écouté madame et je suis très content d'écouter ça, que les 80% sont couverts par des accords. Les accords. Ces accords-là. On va y venir. On va venir, s'il vous plaît. Ils ont été faits. On va rentrer dans les questions qui concernent les accords. Voilà, je me permets de vous interrompre juste pour dire que vos interventions, je vais vous donner la parole, Madame Orlé, ne vous en faites pas, vos interventions soulèvent plusieurs questions. Et j'aimerais qu'on les aborde par la suite, parce que d'une part, vous dites que l'État ne joue pas le jeu. Il n'y a pas de texte clair sur les libertés syndicales, ce que la CGM a toujours demandé, une loi sur les syndicats. Cette loi est nécessaire, nous estimons que cette loi est nécessaire, elle protège tout le monde. Mais je voudrais juste souligner que on parle un peu de manière idéale, parce que quand on va dans la réalité, il est vrai que des patrons refusent des syndicats. Il est tout aussi vrai que des syndicats sont créés, non pas pour protéger l'entreprise, mais pour la perturber. Les torts sont partagés de part et d'autre. Je ne jette la pierre à personne. Et vous savez ce qui se passe. Vous avez, vous, l'UMT, vous êtes dans une entreprise. Demain, vous avez un syndicat parallèle qui se crée et qui perturbe toute l'entreprise. Et on a vu ça plusieurs fois. La CGM a des accords avec vous. On a fait des tentatives de médiation. Et on trouve parfois des situations compliquées. Donc, je dirais que, aussi bien sur l'architecture législative, l'architecture institutionnelle, n'instaure pas un climat de confiance. Alors on va écouter Mme Morley. Pour donner un point fort, je ne parle pas sur les membres de la CGM. Non, c'est clair, c'est clair. Il y a des entreprises qui ne reconnaissent pas la loi. Ils ne sont pas la CGM ne se sent pas visée et en ce sens, on a des pactes avec vous. Je félicite la CGM parce que nous avons signé pas mal d'accords avec la CGM et on est très contents avec la CGM, mais malheureusement, il y a des entreprises. Moi, je parle de l'État qui doit faire son travail, qui doit appuyer les gens qui ne respectent pas la loi. On va y revenir. Madame Orlé,
Modèle danois, comment ça se passe? Combien vous avez de syndicats? Je ne sais pas combien il y a de syndicats exactement, mais je sais que c'est plus de 80% des employés au Danemark qui sont syndiqués. Donc je peux pas vraiment reconnaître les chiffres dont vous parliez tout à l'heure, en tout cas pas au niveau du Danemark, parce que c'est plus de 80% de la population qui est syndiquée. Alors, mais comment marche le système? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans la culture des entreprises, des salariés, de l'État, qu'on trouve normal que tout le monde soit syndiqué? Ça fait partie de la norme. Absolument. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Oui, mais on a une longue tradition au Danemark, une tradition de négociation collective qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État a décidé de laisser la place aux syndicats et aux représentations aux associations qui représentent les entreprises, comme la mienne. Ce qui fait que, en fait, les syndicats ont grossi, ont grandi, ont pris beaucoup d'importance, et l'État se mêle très très peu, en fait, au bout du compte, des conventions collectives. C'est-à-dire que le rôle de l'État est tout à fait minime au Danemark. Donc les conventions collectives se font entre partenaires sociaux. D'accord. L'État va intervenir, mais en général, c'est vraiment au dernier moment s'il y a un gros problème. Et on souhaite pas en arriver là, parce que ce serait assez déshonorant par rapport à nos propres membres, par exemple. Donc les syndicats sont de vrais partenaires? Ah, complètement, oui, à part entière. Il y a une législation du travail? Oui. Qui constitue un minimum de base? Oui, c'est ça. En fait, il va y avoir... L'État a responsabilisé donc, les partenaires sociaux sur un certain nombre de décisions. Et en fait, ce qui fait qu'au bout du compte, l'État ne fait qu'entériner ce que les partenaires sociaux ont décidé. Pourvu que ça corresponde au minimum de base imposé par la législation du travail. Il n'y a pas de minimum de base au Danemark. Si vous pensez au minimum salarial, ça n'existe pas au Danemark. Non, je parlais juste de règles de base fixées, et puis après, il y a des accords sectoriels qui viennent ajouter une brique ici, une brique là, c'est ça? Les règles de base en sont posées depuis 1889 par les organisations, et pas par l'État. D'accord. Et donc, tout le monde signe des accords? Tous les secteurs? C'est les secteurs qui signent? Tout le monde signe des accords, et par exemple, pour nous, dans le secteur de l'industrie, ils vont être renouvelés à peu près tous les 3 ans. Oui, alors, ce qu'on m'avait dit quand j'avais visité votre pays, c'est qu'on a l'accord sur 3 ans, et si quelqu'un viole l'accord de part et d'autre, c'est des sanctions pécuniaires. C'est comment ça se passe? On a des accords, mais supposons qu'une entreprise sorte de l'accord. Non, en fait, les entreprises ont la possibilité de ne pas ratifier certains accords. Ils en ont la possibilité. Non, mais si on a ratifié un accord et qu'on ne le respecte pas, ils sortent de l'accord. Oui. Ils sortent de l'accord. Mais ça arrive très peu. Enfin, quand l'accord est ratifié, en général, les entreprises n'en sortent pas. Donc, le cas d'un vrai partenariat entreprise-syndicat. Exactement. D'accord. Madame Khoury, je voudrais revenir vers vous. Vous avez, en 2016, fait voter une loi qui porte votre nom. Donc la loi sur le travail, c'était, je crois, c'est sorti au bulletin officiel le 9 août 2016 ou le 16, si mes souvenirs sont bons. Une loi qui a été passée au forceps. Le gouvernement a dû 2 fois faire appliquer des dispositions de la Constitution qui permettent de passer outre l'avis des représentants du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout ce qu'il en est, comment vous avez négocié avec les syndicats? Est-ce que les syndicats avaient une perception positive de ce qui se passait et où se sont situés les écueils, syndicats ou État? On a en France depuis une loi de 2008, la loi dite Larcher, un article, l'article L1 du Code du travail qui oblige à proposer aux partenaires sociaux une négociation lorsqu'il s'agit de porter un texte qui a un impact dans le champ du travail. La loi travail que j'ai portée, elle est le fruit d'un rapport qui s'appelle le rapport de Combrexel, qui avait fait une grande concertation avec beaucoup de partenaires depuis le printemps 2014, demandé à l'époque par le Premier ministre. Une fois que j'ai ce rapport, je propose aux organisations syndicales et patronales si elles veulent négocier sur le rapport. À partir de là, elles refusent, certaines me disant on fait une concertation parce que
certaines organisations syndicales souhaitaient qu'on développe la négociation collective, ce qu'on appelle les syndicats dits réformistes, hein, même si ce n'est pas très agréable de se faire un front comme si les autres n'étaient pas réformistes, ça dépend des sujets, donc c'est un peu caricatural, je m'en excuse en tout cas pour les organisations, donc avec la CFDT, la CFTC, l'UNSA d'un côté, et puis Force ouvrière et la CGT qui ne souhaitaient pas développer la négociation collective. Et puis à partir de là, donc s'il y a un refus sur cette partie de la négociation collective, j'ai fait des concertations, c'est-à-dire 3 à 4 bilatérales avec chacune des organisations, pareil côté syndical que côté patronal, avec les 3 autres organisations patronales, les petites entreprises, les moyennes entreprises, le MEDEF pour les grandes entreprises. Et puis, on élabore la loi de cette manière. Sur une partie de la loi, la partie sécurité, notamment le compte personnel de formation, compte personnel d'activité qui a été prolongé avec la loi Avenir professionnel portée par le président Macron, là, il y a eu une négociation et donc j'ai eu une position commune des 8 organisations. Bon. À partir de là, il y avait 2 fronts, en effet, et je pense que c'est vraiment lié aussi à notre culture. L'histoire sociale française s'est faite avec ce principe constitutionnel de l'égalité auquel nous sommes tous attachés, fait que nous sommes dans une culture parfois dite un peu de l'affrontement, et que le débat, qui n'est pas un débat médiocre, c'est le débat entre la loi ou le contrat. C'est un beau débat, et c'est cela qui a été confronté autour de la loi travail. C'est-à-dire que la loi travail vise à mettre plus de place de négociation au niveau de l'entreprise. C'est chercher, selon les sujets, le meilleur niveau de négociation. Concrètement, durée légale du travail, la loi, le code du travail. Les classifications, le salaire minimum, les conventions collectives, l'ordre public conventionnel, les branches professionnelles. Et puis, l'organisation du temps de travail au niveau de l'entreprise. Voilà, c'était ces 3 niveaux qui étaient reposés en disant à chaque fois ce qui relevait de chacun des champs. Pourquoi des organisations syndicales sont favorables à ce mouvement-là? C'est pour répondre à votre première question, à savoir, certaines organisations syndicales pensent aujourd'hui que le syndicalisme peut mourir, que si tout est dans la loi, on ne remporte pas de combat au niveau de l'entreprise, donc les salariés se détournent des organisations syndicales, puisque tout est dans la loi, donc finalement c'est mécanique, et donc le pouvoir de négociation n'est pas apporté. Alors que si on élargit l'objet de la négociation, on peut faire jouer des contreparties. Exemple, dans l'audiovisuel, les 4 premières heures supplémentaires sont payées à 10% et non pas à 25%, en échange en contrepartie de frais de garde, notamment parce que c'est des métiers qui font qu'on finit tard et qu'on travaille à des horaires décalés. Voilà ce qu'ils ont négocié. Moi, je considère, à l'époque, et je pense que c'est aussi la place au nom de l'État, je considère en effet que dans un monde du travail, avec l'impact des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc., qu'on a besoin de nous adapter. Et que cette adaptation, elle ne doit pas se faire au détriment des salariés, mais c'est mieux si elle repose sur un compromis. Et donc l'objectif de la loi travail, au-delà de développer la négociation collective, c'était développer en France une culture du compromis. Une culture du compromis qui fait que ce n'est pas de la compromission comme bien souvent on peut la caricaturer, mais au lieu de regarder chacun ce qu'il va perdre, de regarder ce qu'on met dans le pot commun. Avec une analyse simple. La crise de 2008, en France, en Allemagne. En France, avec notre droit qui semble si protecteur, qu'est-ce qu'on a fait? On a licencié massivement, et regardez la situation de l'industrie en France depuis la crise de 2008. En Allemagne, par le dialogue social, par parfois de la modération salariale avec des clauses de retour à bonne fortune, avec de l'activité partielle, avec de la formation, on a moins licencié en Allemagne. Voilà. Et donc, c'est ce besoin d'adaptation aujourd'hui de notre monde, de notre économie ouverte, qui, pour moi, devait reposer. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'on a besoin de négociateurs forts, responsables et engagés, parce que tout ça se faisait aussi sur un compromis social plus important. Avant, on pouvait signer un accord en France dans une entreprise avec 30%, c'est-à-dire des organisations syndicales qui avaient remporté 30% des suffrages exprimés
lors des élections. Et avec la loi travail, on consacrait le principe dit majoritaire, c'est-à-dire 50%. D'accord. Alors, deux choses que je retiens. La crainte que trop de lois ne tuent le syndicalisme, crainte exprimée d'une part. Une conviction, c'est que on peut légiférer tant qu'on veut. À un certain moment, pour négocier, il faut être deux. Donc, il faut avoir en face des partenaires crédibles. Et je retiens aussi quelque chose que vous avez dit en passant, une sorte de polarisation, c'est-à-dire la société française, etc. Ce qui m'amène à poser la question de syndicalisme et politique, puisqu'il y a des liens historiques entre syndicalisme et politique. Ça existe aussi au Maroc. Je vais d'abord prendre, si vous permettez, nos amis syndicalistes, parce que chez nous, le lien est encore très prégnant, d'accord? Et de voir, et la question que je vous pose à vous trois, vous prendrez la parole successivement, il y a des liens historiques entre syndicats et partis. Certains partis sont dans la majorité. Et pourtant, quand vous êtes, ou vous avez des liens avec un parti de la majorité, quand on arrive à la question salariale, on ne suit plus l'avis de la majorité. On suit la considération de la défense de l'intérêt des salariés. Alors comment vous faites pour gérer ça? Parce qu'il y a toujours des liens historiques. Donc, parfois, c'est oui pour une question, parfois c'est non, selon les alliances. Selon ce qui se passe aussi au Parlement, vous êtes représenté à la Chambre des représentants, si je ne m'abuse. Et comment vous agissez avec le gouvernement en tenant en compte le fait que certains d'entre vous ont des liens avec la majorité? Allez-y. Je pense que je voudrais revenir un tout petit peu sur la question des pistes de renouvellement syndical. Moi, je pense qu'il est fondamental que le contexte au niveau de l'Union marocaine du travail, nous avons fait un travail très fort en changeant déjà nos statuts, en apportant des modifications de nos statuts pour intégrer la femme et les jeunes dans toutes les structures. Du haut en bas, 30%, toutes les structures doit y avoir de la femme et des jeunes. Donc c'est un élément de renouvellement de l'élite et des responsables syndicaux. La deuxième chose, on a investi énormément en termes de formation pour qu'on comprenne les questions économiques et les questions sociales et les défis et du Maroc et de l'entreprise, pour qu'on développe la culture de l'entreprise. Il faut voir que la déclinaison d'une politique de dialogue, d'être une force de proposition plutôt qu'uniquement une force de contestation, a été développée à travers toute une série de formations pour préparer les responsables à ce niveau. La troisième, c'est que nous avons organisé des panels où on a invité des chefs d'entreprise pour leur montrer que le syndicalisme n'est pas le syndicalisme des années 60. Donc, qu'il y a eu évolution et que nous voulons être des partenaires. Et nous avons réussi, moi je pense que je vais pas, malheureusement on n'a pas le temps, et je vous dis que le marché du travail lui-même a connu des bouleversements. Et il fallait absolument que l'Union marocaine du travail change son mode de travail, change ses outils de communication. Et le plus grand succès, c'est celui, par exemple, des centres d'appel, où il y a ici un jeune qui est le secrétaire général de notre fédération, qui était extrêmement difficile à syndiquer et que nous sommes arrivés tout de même à syndiquer. Et que c'est une population qui est dans le secteur des centres d'appel, dans ce qui est dit les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a la femme qui est davantage présente, ils sont jeunes et ils sont diplômés. Et puis, ils ont des attentes particulières. Donc, il faut prendre en compte, si on veut le souligner, prendre en compte leurs attentes particulières. Ils ne cherchent pas toujours le salaire. Ils cherchent à ce que les hiérarchies les respectent. Ils cherchent de la considération. Ils cherchent de l'équité. Donc, c'est une nouvelle génération de salariés qui est sur le monde du travail. Je reviens à Alors, oui, vous avez de nouveaux clients. C'est bien. On a une idée de l'approche syndicale. Le syndicat qui va vers le client, qui va Absolument. vers le salarié, vous avez des clients, il faut une approche client. Mais alors, répondez-moi, syndicat et politique. Syndicat et politique, etc. C'est ce que j'allais traiter. Historiquement, l'Union marocaine du travail, la première centrale au Maroc, elle était l'unique centrale. Et il a basé son action depuis toujours sur 3 valeurs. Une valeur d'unité syndicale, une valeur d'indépendance. Et alors, lorsqu'on dit indépendance, des partis politiques, du pouvoir économique et du pouvoir politique et du gouvernement. Et puis, la démocratie
locale, la démocratie au niveau de la gestion des instances. On est resté fidèle à ces principes jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, la tendance actuelle, beaucoup de personnes rejoignent notre organisation. Nous restons malgré les attaques. Un petit bémol, s'il vous plaît. Non, je voudrais... Votre secrétaire général a pris position deux fois lors des élections pour un parti. Non, je voudrais... Et lors du blocage du gouvernement pour un parti. Donc, je voudrais ajouter une petite chose au niveau de l'indépendance. L'indépendance syndicale et la liberté d'appartenance politique. C'est-à-dire au sein de notre organisation, vous avez des gens qui adhèrent à différents partis, il y a d'autres qui ne sont apolitiques, d'autres qui sont sympathisants, etc. Ça ne nous gêne pas, et ils sont de toutes les couleurs. Parce que nous croyons, et puis moi je pense qu'on est trop centré sur l'entreprise et salaire. Moi je pense que le rôle des syndicats, c'est le progrès social dans son ensemble. Le rôle du syndicat, c'est la défense de la dignité de l'homme. Le rôle du syndicat, c'est de construire une véritable démocratie sociale. Et puis, qui va discuter des politiques globales en termes de protection sociale? Tout à l'heure, je pense qu'il va en parler. Qui va définir une politique nationale solidaire, une politique de protection sociale solidaire pour ce pays? Qui va définir avec les pouvoirs publics et les employeurs les filets sociaux en cas de perte d'emploi, en cas de licenciement? Je ne vais pas m'attarder pour ne pas mobiliser la parole. J'espère que vous allez me la redonner. On y revient. Je tiens juste à préciser, et je vais, quitte à me répéter, que votre secrétaire général a pris parti lors des élections législatives pour un parti. Ce n'est pas une liberté d'appartenance ou de sympathie, c'est le secrétaire général d'un syndicat qui prend une position. D'accord? Donc, il y a quelque part des liens. On ne va pas débattre là-dessus, mais on n'est pas totalement indépendant. De même que la CGM a des membres qui ne sont pas totalement indépendants. Mais vous, c'est une prise de position officielle. Il est interdit à ce qu'un secrétaire général soit dans une instance politique. Il a pris parti. Allez-y. Pour la CDT, il a toujours été critiqué par l'État et par certains patrons qui était un syndicat trop politisé. Pour clarifier, j'avais parlé au départ que le syndicat marocain avait deux missions. Malheureusement, je le dis et je le répète, la deuxième mission qui concernait la démocratisation de l'État, les institutions de l'État et tout ce qui est de droits d'homme, etc., on est toujours dans une transition démocratique. Et Dieu seul, quand est-ce qu'on va sortir? Donc on continue, en tant que CDT, à militer pour démocratiser l'État. Ce qui est politique, comment ça se fait que les syndicats ils sont présents au Parlement? Ce sont des parlementaires. Et ils discutent, ils légifèrent des lois, ils critiquent, ils apportent des amendements sur la politique de l'État. Donc automatiquement, ils font de la politique. Pour la CDT, on partage des valeurs de gauche, pour être très clair, tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est etc., ça on le partage avec la gauche marocaine, avec les ONG, avec les mouvements sociaux, avec les organisations de défense des droits d'homme. On partage ces valeurs, il y a des passerelles. Mais nous avons notre indépendance pour prendre des décisions. On a boycotté la Constitution, on l'a fait, sans tenir compte de ce que font les autres. Donc, il y a une ligne de conduite très claire pour la CDT et nous sommes convaincus que, malheureusement, on a entendu que l'État ne faisait partie de... L'État est toujours présent. C'est la Constitution qui met l'État dans tous les chantiers. Donc, on est obligé de composer avec les partis politiques pour défendre ces valeurs. Mais, je vous rappelle, pour la première, lors de la soi-disant transition gouvernementale, à l'époque du gouvernement de l'USFI, étant donné qu'il y avait des liens très, très étroits avec le PS, l'UCFP marocain, en tant que CDT. Mais lorsqu'on a analysé le programme gouvernemental de l'USFI, on était clair et on l'a dit à haute voix au Parlement. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de notre syndicat et ne sont pas le syndicat du gouvernement.
Donc je pense que le syndicat doit garder une grande marge d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics de façon générale. Merci. Moi, je vois que quand on parle sur la politique, n'importe quelle organisation, que ce soit syndicale ou autre, qui cherche à développer le pays, il doit faire la politique, quelle que soit la nature de l'organisation. Moi, je commence par la CGM. La plus grande partie des membres sont des politiciens. Ils font de la politique. Donc, s'ils ne font pas de la politique, ils ne vont pas progresser, premièrement, leur organisation. Je ne parlais pas de faire de la politique dans le sens où vous avez des partenaires dès lors que vous êtes dans un processus de négociation ou d'essayer de faire bouger les lignes, vous faites de la politique. Moi, je parle de lien avec les partis politiques. Voilà, le lien. C'est différent. Le lien. Vous savez très bien, on parle sur l'UGTM, l'Union Générale du Centre, très bien que la base, c'est le parti de l'Istiqlal, qui a créé l'UGTM. Le parti, il a un bureau exécutif. L'UGTM, il a un bureau exécutif. Quand il s'agit de quelque chose qui touche la classe ouvrière, on n'a pas besoin des conseils de notre parti. On a ce qu'on appelle de l'autonomie. Il y a un bureau exécutif qui donne les règles de travail et qui prennent la décision pour faire quelque chose. Et je reviens à l'historique. Abbas el-Fassi, il était Premier ministre, et M. Abdelrazak Afilel, qui était à ce moment-là secrétaire général, on a fait la grève à Abbas el-Fassi. C'est quoi le problème? Ce qui nous intéresse, c'est la classe ouvrière. Tout ce qui touche la classe ouvrière, on est contre n'importe quel conseil qui donne naissance à un virus, à notre Si ça ne touche pas la classe ouvrière, donc, vous vous alignez sur les positions du parti. Ah oui, si quelque chose, الحقوق العمالية تقاس لا تعنينا السياسة à ce moment-là. Je traduis rapidement. Si ça touche les droits des ouvriers, ils ne regardent plus le parti. Voilà. Nous sommes un syndicat qui travaille avec l'UGTM, comme tous les syndicats, et je crois que les syndicats autres, ils ont des partis politiques, des gens qui font la politique dans l'organisation. Nous avons la même chose, des gens qui ne sont pas le parti Istiqlal. On les accepte d'adhérer avec nous à l'UGTM. Mais le plus important, c'est que moi je vois qu'aujourd'hui, le Maroc, il doit s'intéresser à la politique. Quand on parle de la jeunesse aujourd'hui qui ne s'intéresse pas à la politique, on voit le négatif, c'est quoi? C'est que les élections, on voit la plus grande partie des jeunes ne participent pas. C'est un défaut. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde apprenne à faire la politique. apprennent باش يمشيو للصناديق الاقتراع apprennent باش يختاروا من سيمثلهم. Donc la politique, elle est nécessaire parce que tout le monde a besoin de faire la politique pour le développement de son pays. هذا من جهة. On revient aux questions, si vous voulez, parce qu'il reste peu de temps. Il reste une demi-heure de débat. Oui. Ce que vous qualifiez de politique, moi je dirais plutôt c'est du militantisme. Dans un syndicat, dans un parti, dans une association, les Marocains ont perdu le goût du militantisme. Et je suis entièrement de militantisme. Je n'ai pas compris. Nédalia. Nédalia. Les Marocains ont perdu le goût du militantisme. Voilà, donc c'est ça, en fait, c'est ça. Alors, je vais poser une autre question parce que nous sommes souvent dans une dualité. Je sais que c'est le cas aussi en France, je ne sais pas au Danemark. Le Code du travail prévoit des délégués des salariés. Le Code du travail prévoit les élections pour des délégués des salariés. En même temps, vous avez des bureaux syndicats qui se créent. Parfois, il y a opposition
entre ces deux structures. Alors, question un peu provocatrice. Est-ce qu'il est possible de remplacer le syndicat par le délégué des salariés? Est-ce que les délégués des salariés peuvent remplir les fonctions de délégués syndicaux? Est-ce que c'est possible? C'est Hicham. Ensuite, je vous donne la parole, mesdames, et on revient à monsieur. Pour répondre à cette question, il faut savoir ce qu'on attend du dialogue social et quels sont les niveaux du dialogue social. Un dialogue social, c'est un triple étage. C'est un étage où on discute des lois et des minimums, ce qui malheureusement, notre cas, ce n'est pas comme le Danemark. Le Danemark, le Code du travail, c'est une double feuille, 4 pages. Il n'y a pas de SMIC, et pourtant c'est l'un des pays où on paye le mieux, mais tout se fait via le droit conventionnel, qanoun ta'aqudi, pas uniquement tout ce qui est légal, qanoun tshari. Ce niveau-là, après ce niveau, il y a le niveau de la négociation à l'échelle de l'entreprise, mais tout ce qui est collectif à la communauté de l'entreprise. Ceci est négocié par les syndicats les plus représentatifs à travers leurs représentants syndicaux. Et puis, le troisième étage a été réservé par le Code du travail de 2004 aux délégués des salariés qui, eux, sont confinés à un rôle de traitement des réclamations individuelles. La majorité, la loi chez nous, il y a un peu une subtilité, c'est que la centrale syndicale, c'est elle qui désigne les représentants syndicaux qui sont en charge de la négociation collective dans une entreprise parmi les syndicats les plus représentatifs. Et il a le choix de choisir parmi l'ensemble des bureaux syndicaux, qu'ils soient délégués syndicaux élus ou pas. Et c'est là où, parfois, moi j'ai du mal à accepter que les urnes ne représentent pas le plus important qui sont les droits de signer des accords sociaux. Mais pour revenir à votre question, on ne peut pas imaginer des négociations à l'heure actuelle, compte tenu de notre législation, confier des négociations à des délégués salariés lorsque, au Maroc, une entreprise sur deux organise des élections, des délégués. C'est-à-dire on est encore loin, et dans les résultats, il y a encore une grande part, 50% des représentants sans appartenance syndicale. Nous avons besoin, de façon claire, de syndicats forts au sein de l'entreprise. Mais watch out, quelle maturité, quelle indépendance et quel niveau de confiance. Parce que si on n'a pas ça, le problème devient encore plus compliqué si vous avez une plus grande présence des syndicats au niveau de l'entreprise. Merci, Sizwanet. Brièvement, donc au niveau national, des syndicats nécessaires, parce qu'il y a des sujets qui sont discutés à un niveau supra-entreprise, entre représentants, le dialogue tripartite ou bipartite parfois, mais délégués des salariés pour traiter les petits problèmes à l'entreprise, les problèmes individuels. C'est la même chose pour vous? Madame Khoumri, c'est vous. Oui. Vous aussi, vous avez des délégués des salariés et des organisations syndicales, les comités d'entreprise, etc. À tous les niveaux. Mais je pense que la question qui nous est posée, c'est quoi c'est bien sûr, il n'y a pas de pari du dialogue social s'il n'y a pas de confiance. Ça, c'est la première des choses. Et on l'a vu d'ailleurs dans ce que vous avez exprimé à l'instant, la question de la transparence, de la confiance, elle est posée. Voilà. Et elle est posée en France aussi, cette question-là. Donc, c'est bien sûr la question de la confiance. Et la deuxième chose qui, pour moi, m'apparaît essentielle, c'est quoi un dialogue social efficace? Il ne faut pas opposer la loi, l'entreprise, la convention collective. Je pense que tous les niveaux sont importants. La question, c'est les espaces de négociation qu'on laisse à chaque fois et quels sont les partenaires. Pour avoir un dialogue, en effet, il faut être deux. C'est la première des choses. Mais avant tout, c'est quoi l'objectif? Moi, je reste persuadée, c'était la conviction qu'on a portée, que j'ai portée dans la loi travail, c'est qu'il faut concilier la performance économique et la performance sociale. Qu'il n'y a pas de... La performance sociale durable n'est possible que s'il y a une performance économique solide. Lorsque vous avez un accord de compétitivité chez Renault ou chez PSA qui fait que derrière, il y a maintenant plus de 1000 embauches en CDI, ben voilà, les partenaires sociaux ont réussi à trouver des adaptations nécessaires qui arrivent à concilier ces deux aspects.
Quand j'ai des chefs d'entreprise en face de moi et qui me disent on a des problèmes, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on fasse un plan social, je leur demande quel est leur taux d'absentéisme. On voit bien que lorsque vous avez 1 point d'absentéisme, c'est 1,87 de masse salariale. Donc on voit bien que si vous vous concentrez sur les 1 à 3 jours d'absence, si vous travaillez sur la formation des managers, si vous travaillez sur le mal-être au travail, sur la santé, c'est aussi bon pour l'entreprise et pour la performance économique. Donc tout le sujet, c'est comment rendre les choses efficaces dans l'intérêt collectif de l'entreprise et donc de ses salariés. Donc ce n'est pas des intérêts qui sont contradictoires, pas du tout. C'est comment on arrive à trouver non pas la somme, enfin l'intérêt général ou l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers des uns et des autres, c'est la manière dont on va trouver notre dénominateur commun pour avancer. C'est ça l'enjeu. Ça demande beaucoup de discussions, mais ça demande avant tout de la confiance. Donc, quels que soient les niveaux, la question, c'est les niveaux d'articulation et c'est les partenaires qu'on a en face. Et leur liberté de négociation, bien sûr. Madame Orlet, rapidement, la réponse à cette question. J'ai beaucoup d'autres questions ensuite. Allez-y. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame El Khomri. Je pense que c'est une question de confiance et une question aussi de changement culturel. Et après, je pense que ça a été dit aussi au début, c'est intéressant, c'est de savoir ce changement culturel, est-ce que c'est à l'État de le mettre en œuvre ou est-ce que c'est à vous, syndicats, organisations qui représentent les entreprises? Et pour moi, s'il faut avoir parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce dénominateur commun, c'est une vision pour la société. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire au Danemark. Au lieu d'avoir ce côté très confrontatoire entre les syndicats et les entreprises, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on cherche pour le bien de la communauté, pour le bien de la collectivité. Et je pense que c'est de là d'où vient notre partenariat et le fait qu'on puisse avoir confiance en chacun. Et oui, je pense que c'est vraiment très important de se dire que au lieu de chercher des conflits, entre guillemets, c'est plutôt de se dire, mais quelle est la vision qu'on a en commun pour la société? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit, oui. Alors, vous avez parlé de dialogue, on a parlé beaucoup de dialogue social, et là je me tourne vers mes amis syndicalistes marocains. La CGM avait tenté en 2012, elle avait signé avec des syndicats un pacte, on appelait un pacte pour un travail décent et une entreprise compétitive. Donc un pacte voilà, de durabilité. Dans le dialogue bipartite et le dialogue tripartite, il y a des différences que nous qualifions de majeures, nous, à la CGM. Le dialogue tripartite, on se retrouve avec syndicats, État qui est en même temps régulateur et employeur, et de l'autre côté, l'entreprise. Ce qui se passe, j'ai assisté à des réunions de dialogue social. Les réunions sont structurées de telle sorte qu'on est en train de discuter des revendications salariales dans le secteur public et qui prennent le gros sur les négociations sociales. Et ensuite, on vient à des questions de SMIC, on vient à des questions parfois des questions contenues dans le Code du travail. Donc, vous savez tout ce dont il s'agit. Alors, quelle est votre préférence? Est-ce que vous préférez le dialogue bipartite ou tripartite et pourquoi? Du moins en ce qui concerne le secteur privé. Oui, je pense que le dialogue est nécessaire. Maintenant, ce dialogue, il a besoin d'avoir des règles et des mécanismes de fonctionnement clairs pour les uns et les autres et qui définissent les périmètres et les niveaux de dialogue. Et moi, je pense, je partage avec vous le point de vue qu'il faut différencier l'État employeur de l'État régulateur au niveau de la négociation et du dialogue social tripartite. Il est fondamental. Mais pour cela, ça ne peut se faire. Et d'ailleurs, nous l'avons réclamé en tant que syndicat, en tant qu'UMT, mais aussi le Conseil économique, social et environnemental, dans différents rapports, il a également souligné la nécessité d'institutionnaliser ce dialogue et en définissant les missions, les niveaux et les objectifs à atteindre, et en même temps de mettre en place des mécanismes de suivi. Parce qu'un dialogue social n'a de signification ce qu'il aboutit à des résultats et que les engagements pris soient respectés par les uns et les autres. Or, tout ça, on signe parfois des accords qui ne sont pas des uns et des autres. Je ne veux pas responsabiliser les uns ou les autres, mais qui ne sont pas exécutés. Qui va arbitrer pour qu'ils soient exécutés? Donc, il me semble que l'institutionnalisation et une clarification des niveaux
du dialogue social, elle est fondamentale si on veut progresser dans ce pays. Le deuxième élément, moi je pense que vous l'avez tout à l'heure cité, les institutions représentatives du personnel. Je ne vais pas rentrer délégué, etc., le délégué syndical, le bureau syndical. Une chose, brièvement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Juste, OK. voilà. En ce qui concerne les IRP, les institutions représentatives du personnel, telles qu'elles sont définies par le Code du travail actuellement, ce sont des structures intéressantes pour promouvoir le dialogue, pour promouvoir l'esprit de participation, mais ils sont là dans 10% des entreprises. Ils ne sont pas dans toutes les entreprises, en contradiction avec la loi, et ils sont souvent formels. Ils n'apportent, on n'associe pas. Le défi du Maroc, il faut absolument qu'au niveau de l'entreprise, à l'exception de quelques-unes avec lesquelles nous avons réussi d'excellents partenariats et qu'on ne cite pas souvent, parce que parfois on parle plus des grèves et des protestations et on ne parle pas d'accords intéressants qui ont été signés, notamment à Tangemed, à Lafarge, je cite au hasard, le secteur bancaire et j'en passe. Donc je disais, moi je pense qu'il faut s'orienter vers la fusion pour éviter la confusion. Et lorsqu'il y a défaillance, il peut y avoir des délégués non syndiqués. Parce qu'en France, je pense que Mme Khomri va me le confirmer, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'élection pour des gens sans appartenance syndicale le premier round des élections. Il faut que les délégués soient syndiqués pour qu'ils puissent se présenter. Ce n'est lorsqu'il y a défaillance, le terme technique m'échappe, mais c'est lorsqu'il n'y a pas de candidat syndicaliste qu'il y a élection des délégués qui ne sont pas syndiqués. Donc déjà, c'est une manière de renforcer la présence des syndicats dans le dialogue social d'une manière générale. Vous prenez la fusion. Oui, je prends la fusion. Vous prenez la fusion. Alors, mais répondez-moi à ma question originelle. Bipartite ou tripartite? Quel est le plus efficace? Quand je dis bipartite, ça peut être aussi syndicat-État en tant qu'employeur. Le bipartite, on a deux grands problèmes. Le premier, c'est que les associations professionnelles, et le dit en toute honnêteté, moi je pense que Syl Bachir est là, peut aussi en témoigner, n'ont pas la capacité de s'engager et de faire respecter par leurs adhérents les engagements pris. Et ça, c'est un déficit. Donc il va falloir qu'on trouve une certaine forme de renforcement des associations professionnelles, mais aussi des syndicats, pour que les syndicats soient représentatifs, qu'ils soient mandatés pour négocier, et lorsqu'ils signent, qu'ils respectent leurs engagements. Moi, je pense qu'il est fondamental que... donc, ADA, c'est déjà au niveau de la branche. Au niveau de la CGM, c'est la même chose. Il faut et au niveau des centrales syndicales, c'est réciproque. Il faut qu'on arrive à mettre en place des mécanismes de suivi de ce que nous avons décidé et définir des plans d'action communs pour leur réalisation. Alors, souvent, on signe et on ne prévoit pas de mécanisme de suivi, on ne prévoit pas d'évaluation, et on ne prévoit pas d'amélioration en cours de route. Donc, il me semble que le bipartisme, au niveau de la CGM, je pense qu'il a été initié par la CGM et le mouvement syndical. C'est une excellente chose. Nous avons signé un accord sur la médiation qui a permis de résoudre de grands conflits, une trentaine de conflits très importants qui n'ont pas eu lieu et qui ont été résolus grâce à ça. Donc, ce mécanisme de médiation aussi, il faut le relancer. Et par contre, le pacte pour une compétitivité durable et un travail décent, il y a un ensemble de mécanismes qu'il faut qu'on développe ensemble pour qu'on ait. Maintenant, au niveau des unités de production, au niveau des productions, la dernière, au niveau des unités de production, moi je pense qu'il faut rétablir la confiance, il faut que les partenaires se respectent et il faut dynamiser l'existant déjà. L'existant, c'est les institutions représentatives du personnel. Merci. Merci, Sy Alaoui. Je rappelle juste que la CGM, avec les syndicats représentatifs, est en train de lancer... On a lancé un fonds, on a levé un fonds de médiation sociale pour un centre de médiation sociale pour former des médiateurs, pour former des RH, notamment en matière de négociation et de conflictualité. C'est une expérience intéressante. On ne manquera pas de vous en faire part l'année prochaine. C'est Mkrom. Je reviens premièrement sur un point très important en ce qui concerne le représentant syndical et le délégué. Premièrement, revenons aux résultats des élections. Les résultats des élections passées, on voit que les SAS sont les premiers. Sans appartenance syndicale, mesdames. Les SAS, c'est sans appartenance syndicale. 48%
كلها ديال لي ساس. 48% des SAS. Donc, la première des choses, 48% ديال لي ساس, c'est un point noir pour le développement de l'entreprise. Et le développement, comme vous voulez, ديال les syndicats. هنا هذا هو le blocage اللي كيعطي la faiblesse aux syndicats. Pourquoi? Parce que les SAS, ce n'est pas de leur choix qui ont fait les SAS. C'est l'informel, le patronat, هما اللي داروا لهم هذه الطريقه باش يوليو SAS. ماشي من خاطرهم انهم ولاو SAS. C'est pas de leur gré. Ce n'est pas le patronat qui a légiféré en ce sens. Voilà. La loi prévoit des SAS Donc, comme... Ouais, si on c'est veut un droit développer, de ne pas être syndiqué aussi. si on veut développer le dialogue social entre les partenaires, pourquoi on rentre dans cet engrenage? Quelquefois, dans une entreprise, il n'y a que les SAS. Les élections des OUF 2016, le janvier 2017, on a créé un bureau syndical. Et tout le monde adhère à ce syndicat. Le patron de l'entreprise, qu'est-ce qu'il dit toujours? Moi, je ne négocie pas avec le syndicat. J'ai les délégués. C'est les délégués qui vont prendre la parole et qui vont parler. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que ce qui est nécessaire, c'est quoi? C'est chercher une solution qui donne naissance à une paix sociale à l'intérieur de l'entreprise. Et la solution, c'est quoi? Ces gens, ils ont créé un bureau syndical, on voit qu'une grande partie sont syndiqués. Pourquoi ne pas négocier avec eux? Pourquoi ne pas dialoguer avec eux? Pour au moins connaître, parce que les SAS, quel est SAS délégué ou délégué? La plus grande partie, il est délégué, il ne sait même pas est-ce qu'il est délégué. Quels sont les droits et devoirs d'un délégué? Alors, donc, je reviens. Il nous reste 10 minutes dans le temps imparti. On aimerait donner la parole à la salle. D'accord. Je reviens. Répondez à la question bipartite, tripartite, et j'ai aussi la réponse de M. Alami. Normalement, le dialogue bipartite, il est meilleur que tripartite. Pourquoi? Je prends l'exemple du Canada. Je connais du Danemark. Je connais l'historique et je connais comment le Danemark marche. Et l'OFTF avec DA. Donc, ils ont tout le chemin de trouver. C'est les deux. Le patronat ديالهم مع les syndicats هما اللي كيتحاوروا والإيطا il est là, il applique ce que les deux le bipartite وصل la solution. Donc حنا بالنسبة لينا ما كرهناش نوصلوا. On espère qu'un jour que le bipartite règne sur le tripartite. Sur le tripartite, à condition qu'il y ait un renforcement des institutions, comme l'a dit C. Alaoui, aussi bien les associations professionnelles que les représentations syndicales. C. Alaoui, rapidement, et après je poserai une question à laquelle il faudra répondre très brièvement. Il faut que la salle prenne la parole. C. Alaoui. Brièvement. Vous voyez qu'on n'a pas chômé pendant ces 5 ans, en moins, ou 6 ans, ou 8 ans, où il n'y avait pas de dialogue social avec le gouvernement. Donc il n'y avait pas de tripartisme. On a travaillé avec la CGM, on a créé ce fonds de médiation. Il y avait beaucoup de conventions qui ont été signées, des accords signés. Donc c'est un travail qui a été fait et qui doit être développé avec la CGM. Mais cela n'empêche pas que le tripartisme est obligatoire. À l'OIT, c'est les 3 qui se réunissent et qui décident. Il n'y a pas 2, il y a 3. Oui. À condition que l'État soit dans ce tripartisme, soit régulateur seulement, pas employeur. Sinon, vous faites du bipartisme et du bipartisme d'un côté, et on se retrouve pour le tripartisme. Moi, je ne suis pas pour un État régulateur. C'est pas, pour le moment, l'État n'est pas encore régulateur. L'État il doit assurer beaucoup de choses pour les Marocains. Il ne doit pas lever la main sur l'enseignement, sur la santé, privatiser le public. Non. C'est juste que l'État joue un rôle régulateur dans les relations sociales. Non, on a fait une transition, ce qu'on a appelé les 3 P, partenariat public-privé. C'est une transition.
C'est la première pour passer à autre chose. Moi, je ne suis pas contre à ce qu'il y ait une négociation, une concertation avec la CGM et des accords. Mais l'État ne doit pas être absent. L'État a des engagements vis-à-vis des citoyens et des salariés marocains. Le grand problème, c'est le partage, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de la nation. Le partage de ce qu'on peut appeler l'effort national citoyen. Tous les citoyens participent à ce qu'on appelle la trésorerie nationale. Est-ce qu'elle est répartie de façon équitable? Oui, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Même au niveau de l'entreprise. On ne va pas entrer dans la répartition des richesses, dans les défaillances d'enseignement. C'était juste la question de bipartisme, tripartisme, etc. Je vais vous donner la parole, mais... Rapidement sur la question. Juste, oui. Fixer les choses. Je vais ajouter une question, le droit de grève au Maroc, et je voudrais des réponses, s'il vous plaît, de moins d'1 minute. Ensuite, nous écouterons ces dames, nous clôturerons par ces dames pour les remercier d'être parmi nous et la parole à la salle. Je rajoute droit de grève. Ta réponse est droit de grève. Je réponds rapidement sur la question bipartisme ou tripartisme. La réponse, elle est plus réelle. Elle n'est pas une. À un niveau local, au niveau de l'entreprise, il n'y a que le bipartisme. À un niveau branche, qui chez nous, les fédérations, convention collective, ça, il n'y a que le bipartisme. L'État vient à la fin pour ratifier une convention collective. Mais le problème se pose au niveau national. Toute négociation nationale, il n'y avait pas de bipartisme. On a créé le bipartisme il y a un mandat ou deux avec les syndicats. 2012. On a fait des choses. Je ne veux pas me congratuler d'avoir fait des réalisations. Non, je crois que le chantier il est énorme parce qu'on a avancé sur une méthode de résolution des conflits alors qu'on ne négocie pas encore en bipartisme pour anticiper et signer des accords. Par contre, on a besoin à la fin d'un tripartisme parce que l'État, il est non seulement régulateur, mais parfois, il est l'un des moyens de résolution de certains accords sociaux, moyennant la fiscalité, les incitations fiscales, et l'apport parfois du ministère des Finances dans les accords sociaux est énorme. Parfois, il est même détonateur de règlement d'accords sociaux. Ou empêcheur de tourner en rond, ça dépend des finances. Lorsque les budgets et les finances de l'État ne le peuvent. C'est normal. Droit de grève. Qu'est-ce qu'on est, ça fait depuis la Constitution de 2011, nous sommes en 2018, il était prévu dans la première phase, 5 ans, les premières années. Très brièvement, qu'est-ce qui pourrait rapprocher les deux points de vue? Et c'est la question que je pose à vous quatre. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher les deux points de vue? Et s'il vous plaît, soyez bref. Pas que depuis 2011. Je rappelle, c'est plus d'un demi-siècle que la Constitution a prévu une loi organique. Disons que la nouvelle Constitution, qu'est-ce qui pourrait rapprocher les points de vue? Ce qui peut rapprocher les points de vue est malheureusement désolant de voir qu'il n'y a eu aucune concertation sur aucune monture du projet de loi sur la grève. C'est pour ça qu'on était à un certain moment devant un vide sidéral qui a poussé même la CGM à faire une proposition de loi. Vu que la Constitution de 2011 prévoit que toutes les lois organiques doivent passer dans le circuit législatif avant la fin du premier mandat qui suit un petit peu le vote de la Constitution, il est désolant qu'il n'y a pas un article L1 de la loi Larcher, comme existe dans le Code du travail, qui oblige toute loi sociale à passer d'abord en concertation avant de passer en cas de blocage vers le circuit législatif. Donc en un seul mot, c'est concertation et que l'interprétation de la loi sur la grève ne soit pas faite de telle sorte qu'on va réduire le droit de grève. Non, on va le réglementer pour qu'on n'assiste pas à des drames comme des coordinations ou bien des associations. Je rappelle que la RAM et les pilotes de la RAM sont gérés par une association qui signe des accords et ce n'est pas normal dans un pays où il y a une constitution, où il y a des syndicats et où il y a des entreprises. Concertation, merci. Simkrom, rapidement. La question c'est quoi? C'est sur le droit... Qu'est-ce qui pourrait rapprocher les points de vue كيفاش نقربوا الآراء في قانون الإضراب ما بين النقابات La première des choses que les syndicats ne sont pas contre. Ne sont pas contre la loi de grève. Nous sommes contre de prendre la décision de faire un projet de loi de grève et le faire passer directement aux instances du Parlement. Nous sommes là, les syndicats. Nous devons participer à ce projet de loi. Ce projet de loi qui est la grève. Il vous a été envoyé par le ministère de l'Emploi. Non, il faut envoyer un papier. Ce n'est pas un accord. Nous devons discuter et parler.
pour poser les points nécessaires pour nous et pour le patron. Concertation à nouveau. هنا Donc, on parle de كنقول concertation. بأن لا بد من التشاور إذا كنا شركاء اجتماعيين بالفعل. أي قانون بغينا نديرو لابد نتحاوروا عليه. On est là aussi, on est prêt pour la loi, قانون النقابات. حنا كنتسناو ربطنا الاتفاق ديالنا حنا كنقابات او لا كاتحاد العام الشغالين بالمغرب ان جو اكسبليكي ابري هو اننا لا بد نربطوا قانون الاضراب بقانون النقابات ولكن في الحوار الاجتماعي نناقشوه. On doit négocier, on doit dialoguer chaque projet qui touche les partenaires sociaux. C'est assumé, s'il vous plaît. L'autre panel doit démarrer à 16h30 et on est déjà en retard et vont m'en vouloir. Rapidement, 3 mots. Premièrement, respectons la loi, ce qui existe. Deuxième, le Maroc doit ratifier la 87. Troisième point, arrêtons d'utiliser le Parlement pour affaiblir les syndicats et s'orienter vers les syndicats quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la réglementation de la grève? Si vous avez vu le projet, si certains ont vu le projet, ont pu voir le projet. On ne parle pas du projet, on parle du principe et de principe même. Est-ce que vous êtes pour ou contre la réglementation? C'est un projet pour interdire la grève et pas pour organiser la grève. Oui, pour la concertation. Oui, pour la loi organique. Oui, pour la réglementation. Dans un cadre de concertation, d'écoute, pour faire une loi comme ce qui a été fait pour le code de travail dans le consensus. C'est Alaoui. Je crois que c'est un droit fondamental pour les syndicats, le droit de grève. Et il est garanti par la Constitution, il est garanti par les différents accords internationaux qu'a signé le Maroc. Donc, c'est un droit humain fondamental. Donc, il faut, au niveau de la méthode, le gouvernement est un gouvernement voyou, parce qu'il n'a pas respecté les orientations royales. Il a dit que ce texte devait faire l'objet d'une large concertation avec les partenaires sociaux, en tenant compte, je cite, en tenant compte des intérêts des travailleurs, des employeurs et de l'intérêt général. Donc je pense que le gouvernement devait au moins respecter l'orientation du chef de l'État. Deuxièmement, nous ne sommes pas contre la loi pour qu'elle soit, qu'on discute. Il faut qu'elle revienne au dialogue social et qu'elle soit discutée entre les partenaires avant qu'elle ne soit discutée avec le gouvernement. Parce que ceux qui sont concernés, en premier lieu, c'est le secteur privé. Bien sûr, il y a le secteur public. Troisième chose en ce qui concerne cette loi, une loi doit venir pour garantir son exercice et non pas pour la ligoter. Merci. Merci. Mesdames, réglementation de la grève, ça existe chez vous? Comment c'est géré? C'est un principe constitutionnel en France, donc, et après il y a eu une loi de 2007 sur le service minimum. Vous m'excuserez parce que je ne peux pas être là pour le temps d'échange parce que j'ai un avion et qu'on me fait signe que je suis très en retard, mais je me permets juste une petite conclusion, si vous me permettez, puisqu'on a parlé de tripartisme, de bipartisme. Nous, on a même le quadripartisme avec les régions en plus de l'État et des partenaires sociaux. Je pense que tous ces changements culturels dont on a parlé, ça impose certes de changer de posture, très clairement, et ça impose d'être plus efficace. Si on a développé la négociation collective au niveau des entreprises et au niveau de la branche que nous avons fait récemment, c'est bien parce que l'État n'était plus capable de couvrir toutes les situations et que pour une entreprise, on a besoin d'avoir un cadre légal et réglementaire clair et prévisible. C'est important pour l'attractivité et que nous avons des faiblesses structurelles que nous n'arrivons pas à résoudre. Donc tout l'enjeu, à mon sens, et ce pari vraiment de la confiance, c'est de regarder sur quel sujet. Vous êtes beaucoup de chefs d'entreprise, des représentants aussi d'organisations syndicales. Il y a un vrai problème d'emploi des jeunes au Maroc, de formation, d'éducation. Il y a des centres de formation pour apprentis. Voilà un beau sujet de bipartisme. Voilà un beau sujet où les organisations et syndicales et patronales peuvent se retrouver filière par filière. Et je pense qu'au-delà des débats qu'on peut avoir, et nous en avons eu plein
en France parfois un peu hors sol par rapport à des réalités qui étaient immédiates dans les entreprises. Je pense qu'il faut savoir, et l'État doit savoir, doit apprendre à déléguer des champs de compétences propres. En France, on le fait en reprenant la main si ça ne marche pas, mais en tout cas, pour moi, c'est ce pari de la confiance qui permettra justement de développer, Madame Khomri, je suis obligé de faire vous un Maroc arrêter. gagnant. Vous avez un avion à prendre. C'est pas moi qui m'inquiète, c'est pas vous qui vous inquiétez, c'est moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et merci. Madame Morlet. Oui, je suis tout à fait d'accord, à nouveau, avec Madame El Khomri. Je pense que... Droit de grève réglementé chez vous? Est-ce qu'il existe une réglementation spécifique à la grève? Mais il n'y a presque pas de grève au Danemark, je suis désolée. Je vais encore devoir vous dire comme ça. Vous n'êtes pas bonne pour ce débat. Je ne suis pas très conciliante avec vous aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Je vous Mais laisse non, développer. on a très peu de grèves et il y a même dans la réglementation, si ma mémoire est bonne, on dit qu'il n'y a pas le droit à la grève en période de concertation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une paix sociale qui règne au moment où on se concerte. Et si la concertation dure, la paix sociale doit durer. Et donc, il n'y a pas de grève d'envisageable. Il n'y a personne chez vous qui se met en grève un matin et se dit où je Les vais faire instituteurs, grève. il n'y a pas très longtemps, oui. Mais c'est le public. Pour le privé, non. Je ne me souviens pas de la dernière fois où ça... Désolée. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut prendre une question dans la salle, s'il vous plaît? Micro. S'il vous plaît. Question? Monsieur? On va prendre 3 questions et ensuite on va répondre et on va arrêter le débat, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, présentez-vous. François Fatou, je travaille sur les questions RSE. L'affaire du boycott m'a amené à me poser des questions sur le rôle des consommateurs, mais d'autres enjeux comme les enjeux environnementaux et avec effectivement des sites polluants, des sites industriels qui devraient fermer et qui génèrent des conflits avec les riverains, montrent qu'aujourd'hui, quand on parle de dialogue, il faut peut-être avoir un dialogue sociétal dans les entreprises. Et ça pose la question, alors la CGM a une réponse avec son label RSE, mais aussi des stratégies de concertation entre les syndicats, les associations de riverains et puis aussi les associations de consommateurs. Et comment on peut organiser ce débat sociétal. D'accord. Alors, je rappelle juste qu'il y a une table ronde dédiée à cette thématique, relations entreprises-consommateurs, mais en l'occurrence, le boycott ne vient pas d'une action des syndicats, on ne sait pas d'ailleurs d'où il vient jusqu'à présent, mais d'un comportement des consommateurs généré par les réseaux sociaux. Autre question? Pas de questions donc. Je vais donc... Allez-y. Allez-y, monsieur. Merci. Moi, je suis Ayoub Saoud. Je suis secrétaire général de la Fédération du métier des centres d'appel et de l'outsourcing à l'UMT. Nous sommes représentatifs de pas mal de salariés dans le secteur. Je rappelle que c'est un secteur qui emploie environ 100 000 salariés, donc, et qui est très important pour l'économie du pays. Nous avons réussi lors des dernières élections des représentants du personnel à être élus dans de grandes structures au niveau du secteur. Nous sommes représentatifs dans des entreprises qui comptent plus de 7 000 salariés. Donc le rôle du syndicat est très important dans de grandes structures. Maintenant, nous arrivons à conclure des accords avec les entreprises de manière individuelle. Après, il faut dire que nous avons du mal à conclure une convention sectorielle parce que, de l'autre côté, ça veut dire en fait l'association professionnelle, et il n'y a pas en fait le consensus sur le principe de la convention elle-même. Donc là, c'est ce qui ramène encore une fois l'idée dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'association professionnelle qui rassemble en fait les principaux employeurs du secteur ont du mal à se mettre d'accord sur une idée quand même qui est favorable pour le développement du secteur. Et ça nous ramène à la question de la représentativité des syndicats et des associations professionnelles. Mesdames, Messieurs, je voudrais juste clore par 2 ou 3 petits mots. Donc on a parlé de concertation,
nécessaire. On a parlé aussi du lien d'un État qui aurait un rôle où il poserait les bases de cette... On a des failles réglementaires. On a aussi un processus qui n'est pas clair, une définition qui est floue entre délégués, des salariés et syndicats. Donc un ensemble de questions. Je pense que ce n'est pas la mer à boire, c'est juste une question de dialogue social, encore une fois, qu'il soit bipartite ou tripartite. Les questions doivent être posées et les partenaires doivent être considérés. Je voudrais remercier en votre nom l'assistance et au nom de l'assistance remercier messieurs, mesdames les intervenants et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît.